S'il n'y a pas d'autres points, je voudrais vraiment vous présenter le docteur Nadine Serve Bensoussan. Nadine est à la fois médecin, ancien interne des hôpitaux de Paris d'ailleurs, ce qui nous crée bien des points communs, mais aussi bien entendu docteur en sciences. Elle est directeur de classe exceptionnelle à l'INSERM. Bon, c'est bien mérité parce que c'est vrai que c'est une dame exceptionnelle et c'est une chercheuse exceptionnelle et c'est pour ça que je la remercie vraiment d'être là. C'est bon au début d'année. Oui, oui, ça fait du bien pour le moral, Nadine, c'est pour ça que je te le dis. Donc elle dirige à l'hôpital Necker et maintenant dans ce qui s'appelle l'Institut Imagine, qui vient d'être mis en place à Necker, un groupe, une unité sur l'interaction de l'épithélium intestinal et du système immunitaire. C'est donc une spécialiste d'immunité muqueuse, c'est une spécialiste au niveau international en particulier de la maladie cœliaque, mais ce ne sera pas, je pense, sauf peut-être comme ça, de façon adjacente ou périphérique, l'objet de sa présentation, dans la mesure où elle s'est intéressée, enfin pas très récemment d'ailleurs, elle s'est intéressée ces dernières années au microbiote. Je vous ai présenté ce travail d'Immunity, enfin mentionné ce travail d'Immunity sur SFB, qui a été vraiment sa véritable entrée fracassante dans ce monde. Et donc, je lui ai demandé d'essayer sous forme d'un séminaire, c'est-à-dire véritablement des résultats scientifiques de son laboratoire, après une introduction un peu générale, que vous perceviez mieux un petit peu au niveau des manips et de la paillasse que ça peut être que cette approche de l'interface du système immunitaire et du microbiote. Donc, elle a reçu pas mal de prix scientifiques. Je vais passer parce qu'en plus, elle est modeste. Donc, je lui passe surtout la parole. Bon, ben d'abord, bien sûr, merci. Bonjour, mesdames et messieurs, et merci à Philippe de m'avoir invité dans cet institut prestigieux issu du rêve des humanistes de la Renaissance. Et pour vous parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui est le rôle du système immunitaire intestinal comme arbitre du dialogue entre l'hôte et son microbiote. Alors, je pense que aussi bien Philippe Sansonetti que Gérard Héberle vous ont déjà montré au cours de leurs exposés précédents à quel point on avait, au cours du siècle dernier et progressivement, arrivé à changer du paradigme qui faisait des microbes des pathogènes dangereux, finalement systématiquement, vers l'idée que les microbes finalement étaient un composant normal de notre environnement. Et j'ai trouvé que, puisque je vais vous parler de microbiote et de microbes qui sont nos compagnons dans l'intestin, c'était important de replacer ce séminaire sous la houlette de Carl Woese, qui finalement, en découvrant que les 16S RNA étaient un outil pour permettre la phylogénie des prokaryotes, a été le premier à donner l'outil nécessaire pour montrer qu'effectivement on vivait dans un monde de microbes qui, dans les choses que j'ai lues, je ne suis pas sûre que ce soit vrai, représenteraient 99% de la masse vivante sur la planète. En tout cas, quel que soit le pourcentage qu'ils représentent, il est clair que ces microbes ont colonisé tous les espaces possibles sur Terre, y compris nos interfaces, et tout particulièrement la partie distale de notre intestin qui est sur Terre, avec ses 10 puissance 14 bactéries, le site écologique qui semble plus densément peuplé en bactéries. Alors, Philippe, comme Gérard, ont déjà évoqué largement le fait que ce long compagnonnage qui s'est établi pendant l'évolution entre les microbes et leurs hôtes, et particulièrement entre les microbiotes et nous, a conduit à mettre en place des interactions mutualistes. Et évidemment, on peut se demander quel compromis évolutif a permis et maintient encore aujourd'hui ces interactions mutualistes entre l'hôte et son microbiote. Donc finalement, probablement, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'un élément clé pour forger ce compromis évolutif a été les avantages métaboliques que chacun des partenaires pouvait tirer de l'association. Avantages métaboliques qui, en particulier pour nous, un avantage d'épargne énergétique qui, évidemment, aujourd'hui, depuis 50 ans, dans un contexte de pléthore alimentaire, mettons un peu plus de 50 ans, finit par tourner probablement mal pour nous, mais qui, pendant longtemps, a été clairement un avantage. Néanmoins, je pense qu'il est absolument évident
que la présence de cette quantité considérable de microbes à proximité dans la lumière intestinale, à proximité immédiate de l'organisme et d'organes profonds sensibles, comme par exemple le cerveau, le cœur, le foie, a représenté un danger très important et donc une pression évolutive pour faire développer le système immunitaire et à la fois un système immunitaire inné adaptatif. Alors si je veux résumer en une seule diapositive ce que j'ai l'intention de vous dire dans l'ensemble du séminaire, je pense que ce qu'on peut dire c'est que ce système immunitaire a évolué pour gérer le microbiote vers une fonction de barrière qui lui permet de le circonscrire dans la lumière intestinale et d'éviter une dissémination systémique, et une fonction de régulation pour limiter l'activation de ce système immunitaire, les réactions inflammatoires qui seraient délétères pour chacun des partenaires. Alors pour évoluer ces deux fonctions, et en particulier la fonction de barrière, tout un certain nombre de mécanismes se sont mis en place au cours de l'évolution, dont les premiers sont apparus chez les animaux les plus primitifs, invertébrés, sont clairement des défenses innées. Et la première cellule de défense innée, c'est clairement l'épithélium, qui doit être vu. Ce n'était pas très classique pour les immunologistes qui ne s'intéressaient pas aux surfaces jusqu'à présent, mais elle commence à avoir ses lettres de noblesse. Et clairement, la première cellule immunitaire, c'est l'épithélium intestinal, qui forme une barrière physique et chimique régulée par les signaux microbiens à travers les récepteurs TOL et les récepteurs NOD et NLR, dont on parlait l'autre jour Philippe et Gérard. Et cette barrière, je vais parler de ces défenses innées en fait seulement dans quelques diapositives parce qu'elles ont déjà largement été évoquées par Philippe et Gérard, mais ça me permet quand même un tout petit peu d'initier elles sont tout à fait clés pour comprendre l'évolution du système. Et donc cette cellule épithéliale agit en particulier de deux façons, à travers la production de mucus, et c'est vrai en particulier dans le côlon où il y a un nombre considérable de cellules produisant du mucus qui est tellement épais qu'il forme une couche fluide où les bactéries vont être capturées, et une couche externe proche de la muqueuse, qu'on voit ici en noir, parce que je ne me débrouille pas très bien sans souris, qu'on voit ici en noir, qui est une couche quasiment stérile, les bactéries finalement restant dans leur majorité à distance de l'intestin. Et on voit bien que ce mécanisme est absolument clé pour maintenir l'homéostasie. Chez les souris qui ont été inactivées pour MUC2, qui est la protéine, qui est la mucine principale, on voit que les bactéries en rose colorées par une sonde de bactéries viennent au contact de la muqueuse qui devient hyperplasique, très inflammatoire. Alors ce mucus est aussi produit au niveau du grêle, mais comme l'a dit Philippe, au niveau du grêle, probablement parce qu'il faut respecter le passage des aliments, cette couche muqueuse est beaucoup plus faible, et probablement une fonction un peu identique, qui a déjà été évoquée par Philippe, est la libération de peptides microbicides, notamment sous le contrôle des TOL récepteurs, qui permettent, qui vous voyez ici, pour REC3 gamma, effectivement, cette couche de peptides de défensine qui va faire un espèce de gradient, empêchant les bactéries finalement d'arriver au contact de la muqueuse. Et en l'absence d'activation minimale des TOL récepteurs, cette production de défensine est altérée et les bactéries vont venir au contact de la muqueuse, induisant une réponse inflammatoire excessive des mécanismes compensateurs qui sont en dessous. Alors, très vite, au cours de l'évolution, l'épithélium n'a pas été suffisant et on a mis en place d'autres cellules, en particulier des phagocytes, qui chez les insectes, par exemple, viennent du corps gras, qui chez les vertébrés et surtout les mammifères viennent de la moelle osseuse. Phagocytes qui sont recrutés par des facteurs solubles ou chimiokines synthétisés par l'épithélium, qui va donc attirer ces cellules immunitaires mobiles capables de s'attaquer aux bactéries pour les manger et les éliminer. Alors ce mécanisme est certainement clé, néanmoins il est à la fois nécessaire mais dangereux, et on voit ici très bien dans une colite au cours d'une infection par Shigella, la destruction totalement massive de la muqueuse intestinale par les polynucléaires recrétés sous l'influence des facteurs chimiotactiques induits par Shigella. Et vous savez que Shigella
sur lequel évidemment Philippe a énormément travaillé, est une cause de mortalité très importante chez les tout petits enfants dans les pays en voie de développement, en particulier du fait qu'ils n'ont que cette immunité innée pour se défendre et pas encore d'immunité adaptative. Donc clairement, on peut se poser la question du coût et du bénéfice d'induire cette réponse inflammatoire et pourquoi cette bactérie a-t-elle besoin d'induire une telle réponse inflammatoire? Ça a été évoqué déjà par Philippe. Clairement, grâce aux travaux en particulier du groupe de Hart, il est clair que c'est une façon pour les pathogènes, en tout cas pour ceux qui colonisent l'intestin et qui ont besoin pour se multiplier, de coloniser la muqueuse intestinale. Ça a été montré de façon très élégante dans ce papier, de se débarrasser à travers l'inflammation de la flore intestinale locale. Alors, dans ce papier, ils évoquaient l'idée que c'était simplement par le fait que le microbiote était très sensible aux mécanismes inflammatoires développés par l'autre, aux peptides microbicides, aux NO, par exemple, synthétisés par l'autre. En fait, de façon très élégante, de façon... Pourquoi je saute une diapositive? Enfin, peu importe. Voilà. De façon très élégante, il a été montré qu'en fait, ce qui se passait, en tout cas c'est probablement une partie de la vérité, l'inflammation de l'hôte, et en particulier la production de NO par les cellules épithéliales, NO qui a des fonctions microbicides très importantes, était capable d'être modifiée par certaines bactéries, en particulier les protéobactéries, dont Escherichia coli, mais bien sûr Salmonelle et Shigella, étaient capables d'être transformées en nitrate puis en nitrite. Nitrite que ces bactéries, qui ont gardé la mémoire d'une vie sur Terre sans respiration aérobie, sont capables d'utiliser comme accepteurs d'une respiration anaérobie. Et du coup, ces bactéries ont un avantage compétitif considérable dans l'intestin au moment où elles déclenchent l'inflammation. Et les mutants qui ne sont pas capables en fait, de transformer les nitrates en nitrites et d'utiliser les nitrites pour la respiration, en fait, eux n'arrivent pas à coloniser. Et donc on comprend assez bien une notion aujourd'hui importante qui est le fait qu'en cas d'inflammation, on induit assez évidemment un phénomène de dysbiose sur lequel je reviendrai à la fin de mon exposé parce qu'il est important dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Dysbiose qui est caractérisée par un déséquilibre de la composition du microbiote et qui est associée à l'émergence de bactéries plus agressives. Et on voit bien que cette inflammation qui provoque une dysbiose est un vrai problème pour le microbiote et pour l'hôte, évidemment, puisqu'il va se passer des phénomènes de boule de neige et d'amplification inflammatoire. Et qu'il a donc fallu mettre en place, même au niveau de la défense innée, une régulation précise. Donc en fait, ces récepteurs TOL qui vont aboutir à la production de cytokines et de chymokines pro-inflammatoires comme de peptides antimicrobiens ou de défensines sont activés à travers les récepteurs pour les motifs microbiens et aboutissent à l'activation de cascades intracellulaires que je ne vais pas détailler ici, cascades intracellulaires qui vont, à travers des facteurs de transcription, permettre la libération de ces facteurs solubles. Alors, il semble qu'en situation homéostatique, la stimulation soit suffisamment forte pour favoriser la production de défensines, mais pour limiter de façon importante la production de chymokines et de cytokines très pro-inflammatoires. Et clairement, ces voies de signalisation intracellulaires sont très fortement régulées. Et il y a toute une série de rétrocontrôles endogènes, dont j'ai cité simplement quelques-uns sur cette diapositive en rouge avec des stops, peu importe les noms. Et quand on mute dans les cellules épithéliales ces différentes molécules, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, les souris développent des inflammations spontanées qui éventuellement favorisent l'apparition d'adénocarcinomes, comme on voit dans les maladies inflammatoires humaines. Alors pour simplement, ce n'est pas totalement anecdotique, la molécule NEMO, qui est une des formes d'IKB qui inhibe l'activation de la voie NF-κB, peut être mutée dans une maladie chez l'homme et cette maladie s'accompagne aussi d'inflammations extrêmement sévères au niveau de la peau et au niveau du tube digestif. Alors, ces mécanismes de régulation endogène, évidemment, sont un frein permanent endogène, mais ils peuvent être manipulés par les microbes. Clairement, les symbiontes ayant tendance plutôt à induire à travers
la libération de molécules solubles, en particulier des signaux inhibiteurs qui vont en particulier empêcher par exemple la dégradation d'IKB et empêcher l'activation d'un FKB. Et à l'inverse, les pathogènes sont eux capables plutôt d'appuyer sur l'accélérateur, au moins au tout début de l'inflammation, de l'infection. Encore une fois, probablement pour favoriser la compétition avec les symbiontes. Et c'était intéressant de voir, et ça avait été là aussi bien raconté par Philippe l'autre jour, à la phase tardive de l'infection, au moment de l'injection de vagues plus tardives d'effecteurs, ces pathogènes injectent des effecteurs qui sont plutôt inhibiteurs pour probablement tenter, une fois qu'ils se sont installés, de réduire la réponse du système immunitaire. Donc on voit déjà cette notion à la fois de barrière et de barrière très régulée au niveau de la défense de l'immunité innée. Mais il est clair que cette immunité innée qui s'est mise en route très tôt au cours de l'évolution est rapide, elle est mobilisée en quelques minutes ou quelques heures, mais elle est peu spécifique et sans mémoire. Et donc on peut imaginer assez facilement qu'un pas évolutif très important a été franchi avec l'apparition de l'immunité adaptative, qui a permis d'apporter aux hôtes spécificité, mémoire et régulation avec l'arrivée des lymphocytes T et B. Immunité adaptative qui est apparue chez les vertébrés et qui s'est sophistiquée chez les mammifères. Et donc cette fonction d'immunité adaptative a probablement été clé pour pouvoir apprendre à gérer une masse considérable et très diverse de microbes, comme l'a évoqué l'autre jour Gérard, je pense, dans son cours en parlant des travaux ou des hypothèses de Margaret McNelford. Alors, juste un petit mot pour vous rappeler ce que c'est qu'un lymphocyte T et B et finalement comment on a pu créer de la spécificité et de la mémoire. Et en fait, c'est l'apparition d'une enzyme particulière qui est appelée RAG, qui permet la recombinaison de segments d'ADN et qui permet, grâce à cette action de recombinaison sur l'ADN, de générer des récepteurs qui comportent un squelette constant, qui permet en particulier l'ancrage dans la membrane, et d'une partie variable, voire hyper variable, qui est nécessaire à la reconnaissance d'une grande diversité, qui permet la reconnaissance d'une grande diversité d'antigènes par les lymphocytes T et par les lymphocytes B. Et la diversité combinatoire qui est créée par cette recombinaison permet de générer finalement 9 à 10 puissance 12 possibilités de spécificité pour les anticorps et semble-t-il un peu moins pour les récepteurs à la surface des lymphocytes T, 10 puissance 8. Donc on comprend bien que effectivement ces cellules se promènent dans l'organisme et au moment où elles vont rencontrer un antigène, elles vont se multiplier, mais elles sont très rares et donc pour que cette immunité spécifique se mette en place, il va falloir qu'il y ait une amplification clonale du lymphocyte qui s'active et c'est ce qui va faire de la spécificité. Et la chance qu'il y a, c'est qu'une fois que le clone a commencé à s'amplifier, il va rester amplifié, au moins en partie, même s'il se contracte, et il va être prêt lors de la réapparition de ce même antigène, de se réamplifier à nouveau, mais cette fois-ci beaucoup plus vite, donc introduisant spécificité et mémoire. Néanmoins, c'est lent puisqu'il faut cette expansion, et en plus, il faut une étape nécessaire et qui aussi, elle, prend du temps, et qu'il faut que les antigènes qui soient présentés aux récepteurs de ces lymphocytes soient digérés par des cellules phagocytaires spécialisées, que sont les cellules dendritiques, qu'ils soient ensuite présentés à la surface de ces cellules à travers les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité qui ont trouvé là leur fonction non seulement en greffe, mais finalement de régulation générale du système immunitaire. Et donc cette étape va permettre ensuite l'expansion clonale et la différenciation en effecteurs de différents types. Cette étape, chez les mammifères, donc chez les vertébrés, les cellules immunitaires se promènent et donc se rencontrent un petit peu au hasard. Chez le poisson, elles se rencontrent dans un organe qui ressemble un peu à la rate. Mais chez les mammifères, une étape supplémentaire a été créée avec l'apparition des ganglions lymphoïdes qui a fourni finalement un environnement spécialisé où ces cellules peuvent se rencontrer pour générer de façon très efficace cette présentation d'antigènes et cette expansion clonale et cette différenciation initiale des réponses immunes. Donc, c'est ce qui se passe au niveau de l'intestin qui a évolué, en tout cas ici chez les mammifères, avec l'apparition d'un système lymphoïde comportant à la fois des sites inducteurs, qui sont des ganglions lymphoïdes dont déjà Philippe a parlé, que sont les plaques de Peyer, qui sont ces follicules lymphoïdes directement inclus dans la muqueuse intestinale, et les ganglions mésentériques qui sont dans le péritoine.
Et c'est à partir de ces sites inducteurs que vont être induits les réponses immunes qui sont ensuite diffusées par les voies lymphatiques et par le sang à l'ensemble, à toute la hauteur de l'intestin. Alors, comme l'a dit, est-ce que j'arrive à me servir de mon... Je ne suis vraiment pas douée. Bref, voilà. Donc, comme vous l'a dit Philippe, en fait, ces follicules lymphoïdes que sont les plaques de Peyer ont un épithélium au niveau du dôme, un épithélium très particulier qui se différencie sous l'influence du système immunitaire, probablement des lymphocytes B à travers des facteurs solubles qui sont libérés par ces lymphocytes, qui va aboutir à cette transformation particulière en cellule M qui rend la cellule particulièrement capable probablement elle perd ses villosités, elle perd son glycocalyx. À ce niveau-là, il y a peu de mucus et peu de défensives, donc les molécules qui sont présentes, et en particulier les bactéries et les microbes qui sont dans la lumière intestinale, vont venir se coller à cet endroit. Et ces cellules M ont une activité de transcytose extrêmement intense qui va leur permettre très rapidement, dans les minutes ou l'heure qui suit, de faire traverser sous forme entière des microbes de la lumière vers le follicule, où elles vont pouvoir être captées par des cellules spécialisées présentatrices d'antigènes et amenées aux lymphocytes T et B pour initier les réponses T ou B, qui vont ensuite, les lymphocytes T partant ensuite par les lymphatiques qui sont très nombreux sous les plaques de Peyer ici, pour gagner les ganglions mésentériques, puis à travers les ganglions mésentériques, par le canal thoracique, gagner le sang, puis recirculer et donc essaimer à toute la muqueuse, diffusant finalement la réponse immune initiée à un point de l'intestin, à l'ensemble de l'intestin, ce qui est probablement un mécanisme extrêmement efficace pour assurer la protection de l'intestin, puisque les cellules qui retournent dans ce site effecteur qu'est la muqueuse se sont transformées au cours de ce trajet en lymphocytes effecteurs, lymphocytes T effecteurs, cytotoxiques ou produisant des cytokines, et plasmocytes IgA qui font des grosses quantités d'immunoglobuline. Alors, la question qui s'est posée, et en fait ça remonte finalement dès la découverte de ce système qui a été très bien décrit par Husband, et puis c'est quand même difficile pour moi de ne pas citer le nom de Delphine Guigrand, qui est la personne qui m'a formée et qui travaille d'ailleurs toujours et qui a contribué à décrire ce cycle. Et donc dès les années 80, les gens de l'INRA que Philippe a cité, comme Delphine et d'autres gens, ont commencé à se demander comment se faisait le développement de ce système. Et c'est effectivement grâce aux animaux axéniques, exotoxéniques, colonisés par soit stériles, soit colonisés par des bactéries, qu'il a été évident que ce système immunitaire se développait très largement sous l'influence de la flore. Alors, en fait, je n'ai pas repris l'historique. L'historique de l'axénie remonte au début du XXe siècle. Dès 1914, en fait, j'ai pas retrouvé, je voulais vous retrouver une image de premier article. Malheureusement, ils n'étaient pas disponibles. Néanmoins, pour ceux qui sont intéressés, dans cet article de Macpherson, qui est le pape de l'axénie aujourd'hui, vous retrouverez les références pour ceux que ça amuserait de voir comment les gens ont commencé. Néanmoins, ce que ces souris axéniques et xénoxéniques ont clairement permis de montrer, c'est que le développement de la barrière immune intestinale, certes, commence en période anténatale. Les plaques de Peyer et les ganglions mésentériques se développent de façon à peu près contemporaine aux ganglions lymphoïdes pendant la vie fœtale. C'est chez l'homme vers la 15e ou la 16e semaine de vie intra-utérine. Les plaques de Peyer un peu après les autres ganglions. Mais le développement de ce système, alors il y a aussi chez la souris des petites formations qu'on appelle les cryptoblasts qui vont être importantes pour donner naissance aux follicules lymphoïdes isolés qui viennent s'ajouter aux plaques de Peyer comme site inductif des réponses. Ces structures sont programmées génétiquement, mais le développement complet de ces structures ne se fait vraiment qu'après la naissance. Et comme l'a dit Philippe, les cryptoplaques se développent en follicules lymphoïdes uniquement après la naissance, et c'est uniquement après la naissance que les plaques de Peyer, qui sont restées toutes petites chez les souris axéniques, acquièrent d'énormes centres germinatifs, d'énormes zones T où les cellules sont en train de se proliférer. Et c'est uniquement après la naissance que le cycle hémolymphatique qui va emmener les lymphocytes activés dans les plaques de Peyer vers la muqueuse se met en place, permettant de faire arriver dans le chorion intestinal les IgA et les CD3, et les lymphocytes T, pardon. Alors, encore une fois, ces expériences de colonisation en comparant les souris axéniques et des souris colonisées, soit à la naissance
de façon conventionnelle, soit colonisés à l'âge adulte, qui a permis à un certain nombre de gens, dont nous-mêmes, de montrer que la flore murine induisait un très large éventail de réponses immunes qui finalement, dans une souris immunocompétente, s'équilibre complètement pour maintenir l'homéostasie intestinale. Donc quand on regarde ce qui se passe dans une souris à qui on donne une flore, au bout de 3 semaines, cette souris a acquis une barrière innée, avec en particulier une uprégulation de la synthèse de peptides antimicrobiens au niveau de ses cellules épithéliales, et sa barrière adaptative s'est développée. On voit apparaître une production d'IgA, les plasmocytes sont présents dans la muqueuse, il y a des IgA sécrétoires présents dans les fesses, et puis dans la muqueuse elle-même, on peut trouver un éventail très important de cellules T, soit effectrices, TH1, TH2, TH17, je vais y revenir, ou T régulatrices. Encore une fois, ces cellules régulatrices et plutôt pro-inflammatoires, c'est équilibrant chez ces animaux immunocompétents pour maintenir l'homéostasie. Alors évidemment, on peut se demander à quoi ça sert, ça a été déjà un petit peu évoqué. Clairement, la réponse IgA est absolument clé. Les plasmocytes à IgA sont présents dans le chorion intestinal et grâce à un récepteur présent synthétisé par l'épithélium, le récepteur polymérique pour les immunoglobulines, ces IgA vont être transportées dans la lumière où elles vont sortir associées à la partie extracellulaire de ce récepteur pour s'accrocher en fait dans le mucus, c'est ce qu'on voit ici, et elles vont en fait permettre de former des complexes autour des bactéries, accrochant ces bactéries dans le mucus et permettant donc de les exclure, d'empêcher ces bactéries, encore mieux que le mucus et les défensines, venant compléter finalement l'effet du mucus et des défensines pour les empêcher d'approcher de la surface intestinale. Et ça, c'est certainement quelque chose de clé dans la protection anti-infectieuse. On sait que la réponse contre Shigella, la réponse contre salmonelle, par exemple, sont très dépendantes de la production d'IgA et les vaccins que génère actuellement Philippe sont largement dirigés vers la génération d'une protection de type IgA. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces IgA qui n'activent pas le complément, contrairement aux IgG, sont vraiment des anticorps anti-inflammatoires. Et chez les patients qui n'ont pas d'immunoglobulines, en particulier dans les patients avec un déficit commun variable où il y a très peu d'immunoglobulines dans la muqueuse intestinale, certains en ont et ceux-là sont peu malades, mais quand ils n'ont pas d'immunoglobulines, en particulier pas d'IgA et d'IgM dans la muqueuse intestinale, ces patients développent en fait des inflammations qui ressemblent presque à ce qu'on voit dans des maladies de Crohn et on les traite plutôt avec des anti-inflammatoires finalement qu'avec des anti-infectieux. Alors je vous ai dit qu'à côté des IgA, il y a cette réponse T qui, à notre grande surprise, était finalement beaucoup plus complète que ce qu'on attendait, et réponse T qui nous semblait d'autant plus complète, et on ne s'attendait pas vraiment à ce que ce soit aussi complet, puisqu'il y avait à la fois des lymphocytes TH1, dont on sait qu'ils font de l'interféron gamma, qui est clé pour se débarrasser des bactéries intracellulaires, puisque l'interféron gamma va activer la fonction de phagocytose des macrophages, des lymphocytes TH2, qui sont importants pour se débarrasser des parasites, qui pourtant n'étaient pas là, manifestement. TH2 qui, en particulier à travers l'IL4, l'IL5 et l'IL13, recrute mastocytes et eosinophiles qui vont sécréter par exemple des substances comme l'histamine qui vont faire contracter l'intestin pour évacuer les parasites. Il y avait aussi, et ça c'est très particulier à la colonisation par la flore, on ne voit jamais ça dans une souris axénique, des cellules qui font un peu d'interféron gamma, un peu de TH2, et des cellules régulatrices, on en voit un tout petit chouïa dans les souris axéniques. Mais il y a quelque chose qui est très particulier à la souris colonisée, c'est l'apparition de cellules TH17, ce qui est probablement pas très surprenant, puisque ce TH17, enfin ce IL17 semble nécessaire pour recruter les polynucléaires et lutter contre les bactéries extracellulaires et contre les champignons. Et les patients sans IL-17 en fait, développent des candidoses et des infections à champignons extrêmement sévères. Et puis, à côté de ça, on a ces cellules régulatrices, FOXP3, dont a déjà parlé Philippe, ou des cellules qui, d'ailleurs, avec ou sans FOXP3, font l'IL-10, ou une autre cytokine qui s'appelle le TGF-bêta, et qui joue clairement un rôle clé pour éviter l'emballement des réponses immunitaires. Alors, l'importance de ces réponses apparaît clairement, je pense, c'est illustré sur cette diapositive, et on voit bien que ces réponses T peuvent venir renforcer la barrière intestinale innée
Et si les bactéries qui ne sont pas arrêtées dans le mucus, pas arrêtées par la barrière épithéliale, pas arrêtées par les IgA, arrivent à franchir, à passer dans le chorion, eh bien, elles vont pouvoir être arrêtées par les polynucléaires et les macrophages recrutés par ces lymphocytes CD4 qui synthétisent en petite quantité en permanence ces cytokines. Et je vous ai illustré ici ce qui se passe chez un patient qui a le sida, chez lequel les CD4 ont totalement disparu du chorion. Et chez ce patient, il n'y a plus de CD4 pour produire d'interféron gamma et les macrophages restent inactifs et sont impuissants à éliminer des mycobactéries atypiques, qui sont pourtant des mycobactéries normalement tout à fait gentilles, qui persistent dans les macrophages intestinaux, comme le montre une coloration de Thiel. Donc évidemment, la question qu'on s'est posée, et une question un peu manichéenne et assez typique de médecins, c'est parce qu'est-ce que vraiment les bactéries se soucient du bien de notre bien? Probablement, elles se soucient de notre bien pour être sûres d'y trouver un terrain où elles sont heureuses. Mais bon, à l'époque, on ne réfléchissait pas tout à fait comme ça, et donc on s'est dit, et d'ailleurs tout le monde se dit ça, est-ce qu'il y a des bonnes bactéries qui sont plutôt régulatrices, et est-ce qu'il y a des mauvaises bactéries qui seraient plutôt pro-inflammatoires? Et donc, est-ce que la composition du microbiote peut influer sur les réponses immunitaires adaptatives? Et en fait, évidemment, on est retourné à nos souris gnotoxéniques pour poser la question. Et on est retourné assez vite, enfin, on s'est tourné assez vite vers l'idée d'utiliser une flore humaine, avec l'idée assez naïve, mais c'était quand même très attractif, de se dire que nous allions trouver d'emblée les bonnes bactéries pour l'homme et les mauvaises bactéries pour l'homme. Et donc, nous avons colonisé nos souris avec une flore humaine. Donc on a pris nos souris axéniques, on a pris des souris conventionnelles, et on a pris des souris colonisées par une flore murine conventionnelle et des souris colonisées par une flore humaine conventionnelle que nous avons étudiées à différents temps. Et là, je vous ai montré le temps à J20, mais c'est le moment où les réponses commencent à être fortes, J60 étant, on considère, l'homéostasie. Et ce qui nous a frappé, qui nous a surpris et qui, à vrai dire, nous a assez désarçonnés, c'est que quand on regarde l'ensemble, ici on a fait un transcriptome au niveau de l'iléon, et on s'est aperçu que les gènes qui codaient pour la réponse immune, que vous voyez ici en rouge, étaient dans les souris colonisées par une flore humaine très peu induits comparés aux gènes induits par une flore de souris complète. Et ceci était totalement différent de ce qu'on voyait pour les gènes correspondant au métabolisme, au cycle cellulaire, qui sont aussi fortement induits par une flore humaine que par une flore de souris, suggérant qu'au moins les souris gnotoxéniques sont un bon modèle pour étudier les réponses métaboliques à la flore. Mais pour étudier les réponses immunes, ce n'était pas terrible. Alors, pour vous faire une longue histoire, une histoire aussi courte que possible, nous avons regardé ce qui se passait et nous nous sommes aperçus qu'à chaque fois qu'on colonisait nos souris par des espèces cultivables en monocolonisation, ou par le microbiote humain complet, ou par la fraction cultivable du microbiote murin qu'on avait utilisé, puisque c'est à peu près 20% du microbiote total, et on s'était dit que si on commençait par ça, ça nous permettrait une dissection plus facile des espèces importantes. En fait, on voyait à chaque fois une réponse IgA, et vous voyez, en fait, je vous ai mis en bas la réponse IgA induite par différentes flores. On voyait de temps en temps, on est en ARN messager, on voyait de temps en temps des ARN messagers qui nous traduisaient le fait qu'on voyait apparaître de l'IL-10 et du FOXP3, donc des cellules régulatrices, d'ailleurs de façon assez variable selon les souris. Mais par contre, on voyait très peu d'induction de tout ce qui était mRNA traduisant une défense innée, et très très peu d'induction de TH1, TH2 et surtout pas TH17. Donc, ceci nous a amené à nous dire... Alors, bon, ceci veut donc dire, clairement, que pour la majorité des bactéries, et majorité des bactéries dont vous avez vu tout à l'heure qu'elles sont probablement elles colonisent avant tout le mucus, donc à distance de l'intestin, probablement le meilleur compromis qu'elles ont pu faire avec l'hôte, c'est finalement, le compromis qui s'est mis en jeu entre les bactéries et leur hôte a abouti finalement à l'induction d'IgA sécrétoire, qui est vraiment utile pour favoriser l'exclusion des bactéries dans la lumière intestinale et l'accrochage dans le mucus. Ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre d'entre elles sont capables d'induire des lymphocytes T régulateurs qui vont finalement venir, si par hasard il y a des bactéries qui passent, essayer d'éviter une réponse inflammatoire excessive, qui est évidemment délétère pour les deux, on l'a vu. Et là, en fait, nous, on ne l'a pas montré, puisque nous, on est resté au stade des ARN messagers, mais en fait, il y a une énorme masse de littérature qui, aujourd'hui, montre très clairement qu'il y a un très grand nombre de bactéries, seules ou collectivement, qui sont capables d'induire des lymphocytes T régulateurs, et c'est probablement la façon la plus habituelle pour une bactérie, de type de réponse immune induit par une bactérie.
Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a un certain nombre d'articles qui suggèrent que ces lymphocytes régulateurs peuvent se transformer en lymphocytes auxiliaires pour favoriser la production d'IgA. Donc on a là un mécanisme, probablement que moi j'avais appelé, en français ça fait peut-être un gardien de la paix, je trouve que c'est plus joli en anglais, donc j'ai gardé peacekeeping. Je dirais qu'il y a un compromis évolutif de type peacekeeping entre la plupart des bactéries du microbiote et leur hôte. Ce qui est intéressant aujourd'hui aussi, si j'arrive à aller pardon, oh, mon Dieu, j'ai encore une petite chose à dire avant. Pourquoi il me fait ça? Alors j'avais une diapositive, je suis sûre qu'elle est là. Mais sinon je vais le dire. C'est incroyable ce diffère. Pourquoi il me fait ça? Bon, ça fait rien. Si, vous voyez, elle est là. Hein. Bon, sinon je vais le dire à la bouche, comme on dit chez moi. En fait, ce qui est intéressant, non, ça c'est pas possible, bon, ça fait rien. Ce qui est intéressant, je vais quand même remonter. Vous l'avez vu, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, la question est de savoir c'est comment ces lymphocytes T exercent leur fonction régulatrice. Donc, Philippe a parlé de cette histoire du polysaccharide particulier de Bacteroides fragilis. Ce qui est aujourd'hui encore plus intéressant, c'est qu'en fait, toute une série de 3 papiers ont montré que que les bactéries sont capables d'utiliser des produits dérivés de notre alimentation, et particulièrement la cellulose, pour fabriquer des acides gras à chaîne courte, butyrate, propionate et acétate, qui sont en fait des acides à chaîne gras, dont la fonction était déjà bien connue pour pouvoir maintenir la viabilité du colonocyte, mais qui se révèlent être des puissants inducteurs de cellules T régulatrices par différents mécanismes. Des mécanismes d'ailleurs différents pour ces trois substances. Donc clairement, d'avoir un régime alimentaire riche en fibres, c'est bon pour le côlon, pour le colonocyte, et c'est aussi bon parce que ça permet probablement de favoriser l'émergence de bactéries et la production de métabolites anti-inflammatoires. Alors maintenant, est-ce que je vais pouvoir passer à là. Alors bon. En tout cas, si clairement ce qu'on a vu jusque-là nous permet de penser que la majorité de bactéries ont ce compromis qui aboutit à la production d'IgA et de cellules T régulatrices, il était clair que quand on met une flore complète, on avait une réponse aussi pro-inflammatoire. Donc on est parti à la recherche de ce qui permettait de faire cette maturation complète du système immunitaire. Évidemment, si vous regardez ce qui se passe, les espaces cultivables de souris ne marchaient pas, le microbiote humain complet ne marchait pas, et donc l'hypothèse évidemment était qu'il s'agissait d'une ou de plusieurs espèces non cultivables et spécifiques de la souris. Et donc pour enrichir dans cette fraction non cultivable et murine, nous avons utilisé la fraction chauffée du microbiote humain qui correspond à la fraction qui peut faire des spores et qui est enrichie en Clostridium non cultivable. Et là, nous avons eu le plaisir de voir réapparaître l'ensemble des réponses et en particulier cette fameuse réponse TH17. Alors là, évidemment, la question était, est-ce que c'est une, est-ce que c'est des bactéries? Et là, tout d'un coup, ça m'a rappelé une vieille histoire qui remonte d'ailleurs à 1849, puisque Leidy avait décrit une bactérie très particulière avec une morphologie inhabituelle qui avait conduit à l'appeler Segmented Filamentous Bacterium, bactérie qui a été redécouverte, ou redécrite plus avant dans les années 60 par Davis et Savage. On sait maintenant qu'en fait la bactérie de Leidy n'est probablement pas celle décrite par Savage parce que c'est un lactobacille et clairement la bactérie Segmented Filamentous est un Clostridium. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette bactérie, donc la vraie, celle décrite par Savage, est détectée sur la base de son 16S-RNA, donc 16S-RNA qui lui authentifie la phylogénie de ces bactéries, chez de nombreuses espèces vertébrées, poissons, oiseaux, mammifères. Mais ce qui était amusant, c'est que c'était avec une spécificité d'hôte, et en particulier une spécificité qui jouait sur son adhérence à l'iléon. Et en particulier, l'ASFB de souris adhère à l'iléon de souris, mais pas à celle du rat, alors qu'elle peut coloniser le rat, et vice-versa, celle du rat ne peut pas adhérer à l'iléon de souris. Donc ça donnait une idée de spécificité qui nous a attiré l'œil. On savait aussi qu'elle s'installe au moment du sevrage, qui est vraiment le moment où commence la maturation du système immunitaire intestinal adaptatif. Elle n'était pas cultivable, mais elle avait été purifiée par passage chez des souris axéniques, et donc elle était disponible en monocolonisation. C'était des travaux qui avaient été faits dans les années 90. Et ces auteurs avaient montré qu'en monocolonisation, elle induisait une très forte réponse IgA et un recrutement de lymphocytes TCD8 dans l'épithélium. Donc évidemment, c'était un excellent candidat.
Et gentiment, les Hollandais ont accepté de nous donner leur version purifiée de Segmented Filamentous Bacterium que nous avons pu mettre. Et effectivement, ça nous a permis de faire cet article montrant très clairement que ces bactéries étaient capables d'induire l'ensemble de la maturation et notamment la réponse IL-17. Alors, j'ai remis ça de façon plus simple ici, où clairement la SFB, comme le microbiote, peut induire des réponses innées très fortes dans l'iléon, y compris la barrière microbicide, et des réponses immunodaptatives de toutes sortes, les CD4, les SIGA et les CD8. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi cette bactérie fait ça et pas les autres. Et je pense qu'une explication simple, c'est que SFB a un cycle de vie très inhabituel et que finalement, elle noue des interactions avec l'épithélium intestinal qui ressemblent quasiment à un pathogène dont on sait que beaucoup d'entre eux induisent une réponse TH17. Et je vous ai remis ici le cycle tiré de cette très belle revue par Pamp. On a refait le même, mais c'était eux qui avaient fait ça comme les premiers. Et montrant que cette bactérie va se ficher dans l'épithélium sous forme d'une petite bactérie, et qu'ensuite cette bactérie, une fois qu'elle est fichée dans l'épithélium, va commencer en fait à se diviser en restant associée à l'épithélium, formant ces énormes filaments. Et vous voyez très bien en microscopie à balayage que ce filament est fiché dans l'épithélium. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent de ce qu'on voit pour la majorité des bactéries qui, elles, restent à distance avec la sonde bactérie. Vous les voyez à distance de la muqueuse dans le mucus. Et donc, on peut imaginer qu'un autre type de compromis s'est établi pour des bactéries qui ont besoin d'un contact plus intime avec leur hôte, dont SFB est probablement un des prototypes. Et dans ces conditions, l'hôte n'a pas d'autre solution que de faire une réponse un peu plus violente, et en particulier de faire des lymphocytes T inflammatoires qui vont aider à la défense contre SFB. Encore que je dois dire que nous ne savons pas aujourd'hui parfaitement quel est le mécanisme induit par SFB qui contrôle correctement sa colonisation. Certains ont prétendu que c'était les IgA, et je suis sûre aujourd'hui que ce n'est pas les IgA, mais je ne sais pas exactement quel est le mécanisme impliqué. Et on peut se demander quand même si le fait d'avoir SFB et d'induire cette réponse n'a pas un rôle privilégié dans l'induction de la réponse immuno-intestinale. Et ceci a été montré par le papier qui a été publié en fait en même temps que nous, mais qui était finalement plus complet, enfin c'était un peu différent, et où ils ont montré que le fait d'avoir un microbiote avec la SFB augmentait la résistance de l'hôte à la colonisation par un pathogène intestinal. Et ils avaient montré, dans le cas particulier, pour Citrobacter rhodesium. Et donc, en fait, ils s'étaient aperçus que les souris élevées chez Jackson, qui avaient une flore un peu particulière, qui est la flore de Schedler, n'avaient pas de SFB, et ces souris étaient très sensibles à la colonisation par ce Citrobacter qui ressemble beaucoup à un entérocolie adhérent et qui développait une colite et une diarrhée à ce Citrobacter. Et s'ils co-colonisaient avec la SFB, à ce moment-là, la souris n'avait plus de prolifération de Citrobacter et la colite était beaucoup moins intense. Et des travaux équivalents ont été faits par le groupe de Casper récemment avec Salmonelle, remontrant la même chose. Alors, il semble que SFB toute seule ne fasse pas le job, mais qu'il faut probablement SFB plus le reste de la flore. Et je pense qu'il faut quand même dire honnêtement que SFB fait le job, mais elle ne le fait pas aussi bien qu'une flore complexe. Donc, on a l'impression que SFB est un genre de starter qui va lancer le reste. Alors évidemment, la question a pour l'instant $1 million, c'est quel mécanisme explique les propriétés fortement immunostimulantes de SFB. Alors une explication simple, en tout cas une explication qu'on pouvait tenter de tester, était que c'était l'adhésion de la SFB aux plaques de Peyer, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle joue un rôle absolument clé dans l'induction des réponses immunitaires à la flore vraisemblablement. Et donc, SFB a la particularité d'adhérer à l'iléon et tout particulièrement aux plaques de Peyer. Donc, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas par hasard l'adhérence de SFB aux plaques de Peyer qui déclenche la réponse? Et donc, ce que nous avons fait, et c'était quand même compliqué, parce que c'est des expériences qui ont été faites, bien sûr, chez des souris stériles, avant qu'on les colonise par SFB, on a inhibé chez les souris le développement des plaques de Peyer en injectant de la lymphotoxine bêta, ce qui nécessite effectivement que la personne qui fasse ces expériences ait une certaine capacité à faire ces injections à travers les gros gants. Et on a pu effectivement supprimer les plaques de Peyer. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que peu importe si on supprimait les plaques de Peyer, en fait, ce que fait SFB, c'est que s'il n'y a pas de plaque de Peyer, elle est capable parfaitement d'induire du tissu lymphoïde organisé qui peut être un relais où se font les réponses IgA
pas tout à fait aussi bien que dans les plaques de Pillère, mais quand même, et où se fait très bien la réponse IL-17. Et je vous ai illustré ça sur cette diapositive qui est près d'un papier qui est en révision, donc j'espère qu'il sera bientôt accepté, qui vous montre quelque chose qui est quand même très extraordinaire chez SFB, c'est sa capacité à stimuler les organes lymphoïdes, le tissu lymphoïde en général et le tissu lymphoïde organisé. Vous voyez ici une souris de Germfree qui a des petites plaques de Peyer's avec pratiquement pas de centre germinatif. B220, c'est les B. KI67, c'est des cellules en train de proliférer, et PNA, c'est un marqueur des centres germinatifs. Vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de rouge et de vert. C'est la même chose quand on colonise par colis. Quand on colonise par une flore complexe, vous voyez l'induction de ces centres germinatifs, et exactement la même chose avec SFB. Et ce qui est assez merveilleux, c'est que quand on enlève ces plaques de Peyer's, en fait, on voit s'expandre les follicules lymphoïdes qui dérivent des cryptoplaques. Et si en plus on traite nos souris pour éliminer ces cryptoplaques, ce qu'on peut faire en injectant après la naissance toujours cette substance qui interfère avec le développement des organes lymphoïdes, en fait, et qu'ensuite on introduit les bactéries à l'âge adulte, en fait, elle induit un néo-tissu qui normalement n'est pas induit, et vous le voyez apparaître ici, et qui effectivement permet de compenser. Donc c'est pour ça que je pense que SFB est un genre de starter du système immunitaire qui permet ensuite de répondre au reste du microbiote. Donc si ce n'était pas ça, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'effectivement SFB a un récepteur qui est capable d'induire un fort signal inné et qui ensuite va pouvoir activer cette réponse adaptatrice en faisant une sorte de signal de danger, et on sait que ce sont ces signaux de danger qui favorisent les réponses inflammatoires. La question est, et on voit bien ici, on imagine assez bien un récepteur. Vous voyez ici en microscopie à transmission la polymérisation de l'actine sous la zone d'adhésion, enfin la zone où se fixe SFB. Alors la question avec une bactérie non cultivable, c'est pas simple de trouver un récepteur. Et grâce en fait à la collaboration avec Philippe Sansonetti et une postdoc dans son laboratoire tout à fait d'une efficacité et tout à fait remarquable, eh bien je pense qu'on peut dire que nous savons cultiver, ou du moins Pamela sait cultiver SFB, nous offrant la possibilité probablement de commencer à nous intéresser aux interactions cellulaires avec l'épithélium. Ça laisse quand même de toute façon encore beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une version de SFB propre à l'homme ? Un groupe chinois prétend que oui, sur la base de César Serena. Pour l'instant, nous ne l'avons pas trouvé, mais je pense qu'on ne l'a pas encore suffisamment bien cherché. C'est une bactérie extrêmement sensible aux antibiotiques et il n'est pas impossible que nous ayons du mal à la trouver, en particulier chez les petits-enfants où elle a été décrite, parce que nos tentatives pour trouver des fesses d'enfants non traités par les antibiotiques, à l'heure actuelle, n'est pas très évidente. Et ça a probablement des conséquences, si on imagine, comme l'a dit Philippe, que le microbiote joue un rôle dans le développement du système immunitaire. Si c'était, alors, il faudrait évidemment qu'elle ait un rôle dans l'orchestration de la maturation du système immunitaire intestinal. Bon, et même s'il n'y a pas SFB, on peut imaginer qu'il y a d'autres bactéries du microbiote qui peuvent induire cette réponse, et donc on aimerait bien pouvoir les identifier, ce qui n'est pas si évident que ça chez l'homme. Mais peut-être que le groupe avec Brett Finlay et Philippe arrivera à faire ça. Alors évidemment, si on imagine que SFB est importante à avoir dans son microbiote, et si éventuellement on avait l'idée de la remettre dans le microbiote d'enfants pour les aider à développer une barrière immunitaire efficace, et c'est vrai que la barrière immunitaire, par exemple, d'un nouveau-né est extrêmement faible, et que c'est à cet âge-là que se développent les pathologies infectieuses à point de départ intestinal, eh bien, quels sont les coûts et les bénéfices pour l'hôte ? Et je pense qu'il faut clairement distinguer ce qui se passe chez un hôte immunocompétent, où en fait la colonisation par la SFB aboutit à une inflammation contrôlée qui renforce la barrière épithéliale, à ce qui se passe avec un hôte qui a un défaut de régulation immunitaire. Il y a un exemple où effectivement, chez des souris qui n'ont pas de lymphocytes T régulateurs, elle peut entraîner une inflammation pathologique, à condition d'ailleurs qu'elle soit avec d'autres bactéries. Toute seule, elle ne fait pas grand-chose quand même. Donc ce n'est pas une bactérie très méchante, et probablement elle est intéressante. Néanmoins, dans un microbiote complexe, il faut se méfier. Et la question qui se pose, bien sûr, c'est des effets à distance de cette bactérie, effets à distance qui ont déjà été évoqués un peu par Philippe. Clairement, les effets, là encore, vont dépendre du type de situation immunitaire. Alors, moi, j'imagine que chez un hôte immunocompétent, ça va avoir un effet préactivant, adjuvant des défenses anti-infectieuses que nous n'avons pas encore démontré, mais peut-être qu'on y arrivera. Et cette bactérie a été beaucoup étudiée dans différents modèles auto-immuns, et l'effet est clairement différent selon le type de modèle humain. Dans le cas du diabète de type 1 de la souris note dont vient de vous parler Philippe, en fait, il est clair qu'à chaque fois qu'on stimule le système immunitaire de ces souris, on les protège du diabète. Et en fait, quand on colonise avec SFB, on protège ces souris.
A l'inverse, il y a d'autres modèles de maladies auto-immunes où la production, en particulier dans le cas des arthrites, où la production d'immunoglobulines, d'anticorps auto-immuns qui vont attaquer les articulations sont amplifiées par la réponse avec SFB, mais la flore en général, et là on a une aggravation. Donc ça dépend tout à fait du type de réponse immune. Ici en particulier, dans ce cas particulier, il n'y avait pas de cellules régulatrices. Donc, je pense simplement que cet effet de SFB n'est probablement pas propre à la flore, enfin, cet effet adjuvant de SFB sur les réponses systémiques n'est probablement pas propre à SFB, autant l'effet sur la réponse TH17, la mise en place de la barrière dans l'intestin est propre à SFB, autant c'est probablement moins le cas en périphérie. Philippe a bien montré que les bactéries ne franchissaient pas la barrière toutes seules, la barrière des ganglions mésentériques. Par contre, ce qui est aujourd'hui totalement clair, c'est que si les bactéries ne franchissent pas la barrière des ganglions mésentériques, les produits bactériens transloqués à travers l'épithélium intestinal peuvent, eux, passer dans le sang et aller avoir des effets systémiques sur de nombreux organes, dont le système immunitaire. Et clairement, les produits libérés par la flore ont un effet adjuvant qui favorise cette maturation systémique. Philippe vous a déjà cité ce papier de Casper avec l'histoire du PSA. On sait aussi que le peptidoglycan est capable d'aller activer les polynucléaires et en activant les polynucléaires, de permettre la réponse, de favoriser la défense contre des infections bactériennes pulmonaire. Dans ces deux articles, c'est le LPS, lui transloqué à travers la muqueuse intestinale, qui va aller activer les macrophages et les cellules NK et favoriser la défense contre les infections pulmonaires. Et puis, globalement, on a l'impression finalement que le microbiote, dont SFB, a une espèce de fait de calibration sur le seuil d'activation des réponses immunes systémiques et inadaptatives. Et on conçoit bien que c'est finalement la qualité du système immunitaire qui va déterminer si cet effet adjuvant est positif ou si au contraire il est en fait plutôt négatif. Si on n'a pas la bonne régulation, à ce moment-là, l'effet adjuvant va aggraver, va mettre un frein excessif, va mettre un poids excessif, un accélérateur excessif sur les réponses pro-inflammatoires. Et donc, c'était effectivement pour terminer le plus vite possible, avec quelques diapositives pour illustrer le fait que clairement, l'issue des réponses entre le microbiote et le système immunitaire dépend de la qualité du système immunitaire et que c'est clé d'avoir un système immunitaire compétent pour gérer les interactions avec les microbiotes. Et des bactéries du microbiote qui sont par exemple telles que Bacteroides fragilis, le paradigme chez un autre immunocompétent des bactéries gentilles immunorégulatrices vont provoquer des sepsis extrêmement sévères chez des patients avec un déficit immunitaire. Et évidemment, en cas d'immunorégulation altérée, on va avoir de l'inflammation, notamment au niveau de l'intestin. Et ceci est parfaitement bien démontré dans des modèles murins, comme dans les maladies inflammatoires intestinales humaines. Et je voudrais en quelques diapositives terminer cet exposé, peut-être pas uniquement sur nos données à nous, mais pour généraliser et expliquer ce qui se passe quand ça va mal dans le système immunitaire. Donc il est devenu très clair, à l'étude de multiples modèles murins de colite, que le microbiote est à l'origine d'une inflammation qui va se mettre en place à chaque fois qu'il y a une altération de la barrière épithéliale, qui va faire finalement que la fonction de régulation du système immunitaire va être dépassée par les événements. Et ces souris développent, quel que soit le mécanisme de l'altération de la barrière épithéliale, une colite. Avec peut-être quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui des mutations dans des gènes qui sont très clairement relevants à la situation des maladies inflammatoires chez l'homme. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, évidemment, c'est quand on a une altération des mécanismes immunorégulateurs et quand on n'a pas de cellules FOXP3, quand on n'a pas d'IL2 qui est important pour générer et avoir une homéostasie de ces cellules FOXP3, et surtout quand on n'a pas d'IL10 ou pas de signalisation de l'IL10, on développe des colites extrêmement sévères. Alors, dans le cas de FOXP3, c'est un peu ambigu parce que ces enfants, puisque c'est à la fois chez la souris, on a à la fois le modèle chez l'enfant et chez la souris. En fait, dans ce cas particulier, ces patients développent une telle auto-immunité que finalement les lésions intestinales se développent même probablement, en tout cas chez la souris, sans flore. C'est par contre totalement différent avec ce qui se passe avec l'IL10, où là clairement le microbiote est nécessaire. Et là encore,
On a un exemple chez l'homme avec des enfants qui développent une colite sévère à début précoce quand ils ont un défaut de signalation de l'interleukine 10. Le premier papier avait été du groupe de Grimbacher, et puis on a les mêmes patients. Et vous voyez ici que chez ces deux petits patients dont les monocytes qui ont un défaut, un codon stop dans les récepteurs ou des mutations inactivatrices dans les chaînes du récepteur de l'IL-10, les monocytes stimulés par le LPS sont incapables, en réponse à l'IL-10, d'inhiber leur production de cytokines pro-inflammatoires, ici l'IL-8. Ces patients développent des granulomes comme les patients adultes avec des maladies de Crohn et développent ici produisent des quantités absolument considérables de cytokines pro-inflammatoires dans leur muqueuse. Alors, ces formes, évidemment, ne sont pas les plus fréquentes, et les deux maladies les plus fréquentes chez l'homme, qui se développent généralement chez les grands adolescents et chez les jeunes adultes, et plus tardivement dans la vie, sont deux maladies que sont la rectocolite hémorragique, qui affecte, comme le nom l'indique, le rectum et plus ou moins à la hauteur du côlon, et qui est comme vous le voyez ici, très hémorragique, avec des lésions superficielles et érosives, et la maladie de Crohn, qui est une maladie qui touche de façon élective la partie distale de l'intestin grêle au niveau de l'iléon, très probablement parce qu'elle est probablement initiée au niveau des plaques de Peyer, et j'ai emprunté cette image à Xavier Tréton qui montre très bien peut-être des premières lésions de ces qui sont très caractéristiques de ce qu'on peut voir chez ces patients. Et ces patients développent des inflammations très profondes qui aboutissent à des sténoses, à des fissures, à des fistules avec des granulomes tout à fait typiques. Donc, chez ces patients, évidemment, on n'a pas ces mutations exceptionnelles dans un gène particulier, mais il est clair que des facteurs génétiques favorisent l'apparition chez ces adultes jeunes de ces maladies inflammatoires. Néanmoins, chez ces patients, le poids de l'environnement devient plus important. Alors, on retrouve toute une série de molécules, de variants, qui sont clairement impliqués dans les réponses immunitaires, et en particulier les réponses immunitaires innées. Et aujourd'hui, à l'aide des génomes, des associations, des études du génome à grande échelle, qui impliquent la comparaison de milliers de patients versus des milliers de contrôles, on est arrivé à mettre en évidence environ 163 polymorphismes génétiques qui semblent être associés ou conférer une susceptibilité à ces différentes maladies, avec des gènes, avec des variants qui sont communs et des variants qui sont propres à chacune de ces maladies, sachant que pour chacun de ces polymorphismes, le poids conféré est très faible, avec un node ratio qui est de l'ordre de 1,5, sauf peut-être pour la molécule node décrite par Jean-Pierre Hugo. Et donc, clairement, ces 163 polymorphismes génétiques rendent aujourd'hui compte seulement de 14% du risque de développer une maladie inflammatoire intestinale, et donc ils ne sont pas suffisants pour exprimer la maladie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on combine ensemble les différents réseaux de gènes qui sont impliqués et qui semblent favoriser cette susceptibilité, ils semblent converger vers différents pathways qui contrôlent la production d'éphancine, la production de mucus, l'élimination de bactéries à travers l'autophagie ou des molécules impliquées dans le sensing de bactéries comme NOD2. Et il semble aussi converger vers deux types cellulaires particuliers, les cellules de Paneth, qui sont ces cellules situées à la fin de l'intestin grêle et qui synthétisent les déphensines, et les cellules de Goblet, qui sont très importantes pour le mucus, et ça c'est plutôt en fait les cellules qui sont altérées dans la maladie de Crohn, les cellules de Paneth, et les cellules de Goblet semblent être celles qui sont, et ce n'est pas étonnant puisque le côlon est tapissé de cellules à mucus, ce sont les cellules de Goblet qui semblent être affectées dans les rectocolites. Alors encore une fois, 163 polymorphismes conférant en fait une susceptibilité, mais certainement pas, c'est certainement pas du tout rien. Et donc clairement aujourd'hui, une question clé est de définir les facteurs environnementaux qui altèrent ce dialogue entre l'hôte et son microbiote. Et je ne vais pas aujourd'hui, c'est peut-être une façon d'introduire ce que vous entendrez la semaine prochaine. Il apparaît aujourd'hui évident que les modifications... Alors, il y a une augmentation récente considérable des Mickey qui évidemment ne peut pas être expliquée par un changement dans notre génome, et donc c'est forcément notre environnement, et probablement un des éléments clés de notre environnement, c'est notre changement de diète. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un régime riche en fibres qui produit de la cellulose, qui est digérée par les bactéries, aboutit à la production d'acides gras à chaîne courte qui semblent protecteurs. Eh bien, manger du gras et du sucre rapide semble sélectionner des microbiotes beaucoup moins favorables.
Et il est aussi possible, on commence à s'intéresser au rôle de polluants, en particulier de l'aluminium, et au rôle peut-être de la cigarette. Alors le rôle de la cigarette, il est très bien démontré dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite hémorragique, mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'effet est opposé. Il aggrave la maladie de Crohn et clairement, il améliore la RCH. Mais ce qui est d'ailleurs tout à fait intéressant, parce que le mécanisme commence à être compris, en tout cas pour la RCH, et il va être probablement possible, c'est un groupe français, en particulier c'est le travail de Xavier Tréton et Renier et d'Augier Denis, qui en fait ont probablement trouvé le mécanisme et vont peut-être trouver, grâce à ça, ils ont trouvé la substance qui est capable d'agir, et donc on va peut-être pouvoir la mimer dans un médicament qui serait utile pour ces patients. Voilà, alors pour dire qu'effectivement, et pour revenir au problème de la diète, on se pose aujourd'hui la question de savoir si polluants, antibiotiques et surtout régimes ne sont pas capables d'induire une dysbiose qui va, en déséquilibrant la composition du microbiote, faire apparaître des bactéries plus agressives qui vont pouvoir initier ces maladies inflammatoires chez les sujets prédisposés. Comme je vous l'ai montré au tout début de mon exposé, clairement l'inflammation par elle-même est capable de sélectionner des bactéries plus agressives et d'éliminer des bactéries aux effets immunorégulateurs, ce qui est manifestement ce qu'on voit et qu'on est capable de reproduire chez les patients, avec la disparition qui a été qui a reçu beaucoup de publicité de Faecalibacterium protmisi, qui est un clostridium, et l'émergence, et ça c'est aussi, donc c'est des groupes français, hein, c'est quand même là où la France a été, on n'est pas mauvais quand même, ça fait plutôt plaisir. Ces travaux-là sont des travaux français, ça c'est un travail belge qui montre très clairement ces anomalies du microbiote, cette perte de bactéries régulatrices. Et c'est le travail d'Arlette Darfeuille-Michaud d'avoir mis en évidence l'émergence sur les lésions de Crohn d'un pathovar particulier adhérent invasif qui semble favoriser les lésions et pour lequel elle essaie de trouver des inhibiteurs, des antagonistes qui empêchent de se fixer dessus. Alors pour conclure, et je vais enfin terminer, pour dire qu'effectivement l'hôte et le microbiote entretiennent un dialogue dynamique à travers le système immunitaire qui, chez un hôte immunocompétent, va aboutir, grâce à la conjonction de facteurs de bactéries qu'on pourra après donc peacekeeping et plutôt peut-être de pathobiotes dont le type est SFB, d'induire une inflammation physiologique qui va avoir un effet de barrière protégeant contre les pathogènes. Et à l'inverse, évidemment, cet équilibre reste quand même très fragile et toute modification, soit du système immunitaire de l'hôte, qui soit génétique ou qui soit induit par des modifications de l'environnement, comme le stress, comme les infections, ou des modifications de l'environnement intestinal à travers peut-être effectivement des modifications du régime, une hygiène excessive peut-être, ou les polluants qui peuvent modifier la composition de la flore. Il n'est pas impossible qu'on fasse diminuer les bactéries peacekeeping, augmenter les pathobiontes et donc favoriser l'enchaînement de l'inflammation et évidemment après le cercle vicieux va se pérenniser. Et donc il est clairement important de comprendre tous les éléments de ce dialogue pour pouvoir intervenir en fonction des situations à différents niveaux, soit pour corriger le background génétique de l'hôte. Il est clair que pour une mutation dans la voie de l'ILD, ce qu'il faut faire, c'est une greffe de moelle, ce n'est pas éventuellement un traitement par probiotique, alors que peut-être dans d'autres circonstances peuvent se discuter de rétablir avec des probiotiques un équilibre entre bactéries méchantes et moins méchantes, probablement à chaque fois quand même en traitant l'inflammation pour permettre à la dysbiose de se corriger. Voilà. Et quand même une dernière diapositive pour dire que les résultats que j'ai montrés n'auraient pas été possibles sans le travail de Valérie Gaborio, qui est un CR1 INRA qui travaille dans le laboratoire. On a une collaboration depuis de nombreuses années ensemble et c'est vraiment un travail en partenariat. C'est elle qui sait manipuler si bien les souris axéniques et xénoxéniques, travail qui a été fait en particulier dernièrement avec l'aide d'une étudiante en thèse qui est maintenant chez Karine Clément. Ça a été fait avec collaboration, on s'est beaucoup appuyé sur Jouer en Josa où la technologie des souris gnotobiotiques et dont est issue Valérie est extrêmement bien développée. Et on s'est apporté sur des collaborations avec Denise Kelly à Aberdeen, récemment avec Claude Agnès Reynaud à l'INSERM et avec Pasteur, Gérard Eberl et bien sûr Philippe Sansonetti et Pamela récemment, et puis des collaborations en particulier pour certains animaux et pour des outils avec d'autres endroits. Et je m'arrêterai là en vous remerciant beaucoup de votre attention.